Allez, on va attaquer. Bonjour à tous et à toutes. Donc, écoutez, merci d'être venus à cette conférence ce matin. Alors, c'est une conférence que vous pourrez retrouver à J plus 24 heures sur la plateforme Sidopulse, puisqu'elle est enregistrée en audio. Voilà. Moi, je suis Thierry Vernia, je vais être l'animateur de la conférence. J'ai cofondé Coevo et j'interviens, quand j'anime pas des conférences, en stratégie, alignement stratégique sur des entreprises du numérique ou des entreprises qui digitalisent leurs offres. Voilà. Je vais laisser dans quelques minutes les intervenants se présenter. Simplement pour introduire la conférence, on voit de plus en plus se développer des véhicules autonomes. Alors effectivement, ça a commencé par les métros, les trains, les voitures. Maintenant, on parle aussi des avions, les camions peut-être demain. Et donc le libellé de la conférence peut paraître un peu anachronique, mais on va voir avec nos intervenants qu'il n'en est rien du tout. On va voir ça dans ces 45 minutes qui suivent. Donc je vais vous laisser vous présenter, messieurs, s'il vous plaît. Je commence. Dans l'ordre que vous souhaitez. Je m'appelle Omar Ben Abdelaziz, donc je travaille dans la société Forestia, équipementier automobile, et je gère une équipe d'innovation qui travaille pour développer des solutions pour le cockpit du futur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Dehaye, professeur à l'ISAE Super-Héros, une école d'ingénieurs à Toulouse. Je dirige une équipe de neuroergonomie et intelligence artificielle, donc on a 20 chercheurs qui travaillent dans mon équipe. Et je suis cofondateur d'Infact, une start-up avec aussi une vingtaine de personnes qui développent des technologies pour digitaliser le training des opérateurs, utiliser l'IA et les nouvelles technologies pour optimiser notamment le training des pilotes. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Rabellino, je suis technologie spécialiste pour la visualisation avancée et la simulation interactive au sein du groupe AB Volvo. Nous sommes manufacturiers de poids lourds à travers le monde et j'ai la responsabilité de 5 bureaux d'études à travers le monde sur des différents outils de simulation qui sont à la fois immersifs et interactifs. On va retrouver donc des plateformes de réalité virtuelle en immersion casque pour l'optimisation de l'ergonomie intérieure véhicule, ainsi que des Powerwall, des espèces de cinéma 3D qui vont être utilisés pour l'optimisation de l'extérieur des véhicules, la qualité perçue et le product design. Je suis aussi membre de l'association française de recherche en réalité virtuelle et mixte. Maintenant, c'est l'AFXR, je crois, que vous pouvez retrouver sur le stand ici. Alors, vous allez garder le micro, puisque ma première question est pour vous. Comme je le disais, comme je le citais dans l'introduction, on parle de plus en plus du véhicule autonome. Alors pourquoi on a encore besoin de pilotes humains dans les camions, dans les avions, etc. Alors, dans les avions, j'en sais rien. Dans les camions, un peu plus. La réponse est la réglementation, bien entendu. La réglementation qui aujourd'hui signifie 5 niveaux d'autonomie sur les véhicules, on va dire classiques, poids lourds ou véhicules. Il y a un petit problème de micro. Excusez-moi, il y a un problème de micro. Alors, je peux faire sans aussi. Allô, allô. Vous m'entendez mieux ? Oui, je parlais des 5 niveaux d'autonomie de véhicule. Aujourd'hui, on est sur des niveaux donc, de 1 à 5, le plus faible étant des niveaux d'assistance type radar de recul, des choses comme ça, jusqu'à niveau 5, des véhicules complètement autonomes. Aujourd'hui, dans le groupe, nous avons déjà des véhicules complètement autonomes en milieu fermé, comme des mines ou des ports autonomes. Nous avons des solutions de transport qui sont complètement autonomes. Mais la réglementation nous impose aujourd'hui d'utiliser ces véhicules-là en milieu fermé. On peut imaginer aller à l'horizon... Alors, mes collègues, là, je vais demander plutôt à eux, 2025, 30, 40, on ne sait pas trop. Imaginez des véhicules complètement autonomes sur route ouverte, en tout cas en France, pour vous donner un point de la réglementation. En 2022, les premiers tests sur route fermée, sur route ouverte, je crois, oui, vont être permis concernant les véhicules de type 4 et 5. Merci. Alors messieurs, je pense qu'il faut que vous parliez un petit peu plus fort et par contre un petit peu moins près du micro et ça va aller tout seul.
Frédéric Dehaye, quel type d'IHM peut-on trouver dans les smart cockpits? On a parlé de XR. Vous travaillez sur les interfaces neuronales. On parle aussi de vocal. Alors, quel type d'IHM? Oui, alors, pour revenir sur l'histoire de l'aéronautique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaye finalement de faire le moins possible interagir le pilote. Parce que historiquement, diriger un avion, c'est quand même un gros poids lourd. C'est physiquement difficile. Cognitivement fatigant, parce qu'il faut voler pendant 10-12 heures. Donc finalement l'aéronautique était les premiers à utiliser des technologies d'autonomie. Pilotes automatiques sont arrivés en 1920, donc l'aéronautique est précurseur. Et après, concrètement dans les avions toujours de maintenant, on reste beaucoup sur la boutonique, c'est-à-dire qu'on veut que le pilote puisse toucher, interagir physiquement avec ses boutons. On commence à avoir aussi de la commande vocale, dans la chasse par exemple. Ça reste assez frustre. Maintenant la nouvelle génération, on veut avoir des agents conversationnels pour aider le pilote, puisqu'il sera tout seul dans le cockpit. On prévoit une nouvelle génération d'avions de single pilot operation, donc pas encore autonome, mais un seul pilote, et donc une sorte de copilote qui pourrait aider le pilote en lui disant voilà, trouve-moi un déroutement, et l'IA va trouver ce genre de choses. Donc on est plutôt sur des fonctions qui vont assister le pilote. On a un peu de tactile dans l'avion, mais encore une fois, ça reste difficile. Pourquoi? Parce que quand l'avion vibre, d'accord, pour un pilote de chasse, pour un avion, toucher, interagir avec un cockpit tactile, c'est très compliqué. Après, nous, ce qu'on fait, en tout cas au laboratoire, ce qu'on entend par smart cockpit, c'est plutôt l'idée de... Si vous voulez, on a des accidents d'avion actuellement où l'humain et la machine ne se comprennent pas. D'accord, on a des automatismes très complexes, et tout d'un coup, on a 1 minute, le pilote doit récupérer une situation compliquée en 1 minute. Il est fatigué, il pilote moins, donc il peut être moins amène à répondre. Et on voit qu'on envoie des alarmes et les pilotes peuvent ne pas entendre ces alarmes audio très saillantes. Donc ce qu'on fait au laboratoire, c'est le smart cockpit, c'est plutôt la machine qui va s'adapter à l'humain. Pour vous donner un exemple concret de la voiture, si je suis en voiture avec vous, Frédéric, et puis vous êtes en train de vous endormir, je ne vais pas crier, d'accord? Et c'est ce que fait l'avion, il crie. Je vais vous taper sur l'épaule et gentiment, éventuellement, je vais reprendre en main le volant. Si en revanche, vous êtes sur votre smartphone et que vous ne voyez pas une vieille dame qui traverse, là je vais crier, je vais vous montrer du doigt. Ce que je veux dire, je suis un être intelligent, je vois votre état mental et je vais adapter mon alarme. D'accord? Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans nos cockpits, c'est de mettre des capteurs sur la tête des pilotes, dans les casques. On va mesurer les mouvements des yeux, la physiologie du pilote, et on essaye en avance, on arrive à 4-5 secondes en avance, prédire si le pilote est capable d'entendre une alarme sonore, par exemple, avec de l'IA. Et l'idée, c'est super, c'est-à-dire qu'on peut dire au cockpit, arrête d'envoyer des alarmes audio, ça ne sert à rien, envoie du tactile, décharge le pilote, etc. Donc c'est vraiment comme cela qu'on entend le smart cockpit. Et on pourra peut-être en parler par ailleurs. L'idée, c'est aussi, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des techniques d'interaction, l'œil, le cerveau, pour piloter par la pensée le cockpit, sans avoir à utiliser ses mains. Donc ce que j'entends, en fait, c'est que les différentes IHM sont complémentaires. Il n'y a pas de concurrence entre elles? Non, l'idée, c'est d'avoir donné le maximum de moyens d'interaction. En fonction de la phase de vol, l'humain va préférer peut-être utiliser la pensée, c'est ce qu'on montre, ou les doigts, la commande vocale, piloter son avion par le regard. Voilà, on essaie d'offrir le maximum d'interaction et qu'elle soit la plus transparente pour l'utilisateur humain. Ce qu'on appelle... Je vous en prie. Hein. Vous parliez d'interface de BCI, c'est ça? C'est ça, Brain Computer Interface. Vous en êtes où? C'est des choses que vous avez déjà testées? Des choses qu'on va tester, au laboratoire, on a des simulateurs de vol et on a aussi des avions. Donc on va aussi dans nos avions expérimentaux à l'ISAE. Et on a testé déjà des brain computer interface qui sont dites passives, c'est-à-dire qu'à l'insu du plein gré du pilote, on va détecter sa fatigue, sa capacité à entendre les alarmes, et de façon à pouvoir informer le cockpit de l'état du pilote et l'adapter. Et là, ce qu'on a fait récemment, c'est des démonstrations en simulateur de vol, où une interface qui est active. Initialement, ça a été développé pour les personnes qui sont dites paralysées, pour piloter par la pensée une chaise roulante. Et donc on va décoder des intentions, et nous, on l'applique au pilotage. Alors pour faire des checklists, par exemple, pour faire un certain nombre de choses, des boutons sont loin, par la pensée, on va les activer. Et en même temps, l'interface va être aussi passive. Elle est duale, c'est-à-dire qu'on utilise le capteur pour commander l'avion et en même temps pour estimer l'état du pilote et adapter son interaction, ce qui fait qu'on a une interaction bidirectionnelle. Et on a des démonstrateurs qui tournent en simulateur. Alors Omar, certains... Je voulais juste ajouter que ce sont des choses sur lesquelles aussi nous travaillons dans l'automobile. Donc on appelle ça le multimodal. Donc on cherche à adapter la modalité d'interface par rapport à la situation et l'état de passagers à bord.
Donc ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'il y aura de moyens de collaborer avec l'aéronautique pour développer des choses en commun. D'accord. Il y a certains d'entre nous qui utilisent Siri, Alexa. C'est quoi les points communs et les différences entre ces assistants vocaux grand public et ce qu'on peut retrouver dans les smart cockpits? Tout d'abord, je vais commencer par les points communs parce que ce sont le même technologie. Donc, on parle de même technologie d'acquisition de la voix, de l'interprétation et de retour vocal. Il y a aussi un point commun que souvent on essaye de coller ou de donner un nom à ces genres d'assistant vocal et l'utiliser après comme un nom commercial pour identifier un assistant personnel par rapport à un autre. Maintenant, si on vient aux différences, je pense qu'il y a plusieurs différences qu'on peut identifier. Je peux commencer par l'endroit de traitement de données. Donc, dans une voiture, il nous faut de traitement local. On ne peut pas laisser ça, on ne peut pas se méfier à la connectivité et la connexion pour faire ça dans le cloud. Il y a aussi tout ce qui est multi-user, mono-user, donc un VPA ou bien un assistant personnel public, il est mono-user, donc il y a un seul utilisateur qui utilise l'assistant personnel, alors que dans une voiture, il y a plusieurs personnes qui peuvent interagir avec l'assistant personnel. Ça pourrait être aussi au même temps, donc plusieurs personnes peuvent demander un service au même temps, et comment alors l'assistant personnel va traiter ces demandes et comment on va prioriser les demandes qui arrivent au même temps comme ça. Donc quand je dis ça, il y a plusieurs problèmes techniques. Comment identifier d'où vient la voix pour savoir à quelle zone j'ai dédié le service. Il y a tout ce qui est proactivité. L'assistant personnel va parler par lui-même à la personne pour lui annoncer des alertes, lui donner de recommandations. Il y a la notion de sécurité. On ne peut pas tout faire avec un assistant dans la voiture. Donc on définit du départ un périmètre fonctionnel de VPA, je dis toujours VPA, Virtual Personal Assistant, qui doit respecter la sécurité à bord. Donc on parle aussi d'assistant personnel collaboratif qui permet d'intégrer plusieurs VPA en dessous, donc VPA assistant personnel en dessous, parce que dans une voiture, deux fois l'utilisateur veut utiliser son Alexa ou son Google, alors que dans une voiture donnée, il y a un assistant personnel propriétaire de la marque. Donc je peux m'adresser à mon Alexa, de faire quelque chose dans ma voiture. Donc dans le back-end, dans l'arrière-plan, l'assistant personnel de la voiture pourrait gérer cette information et sait que c'est une demande liée au cockpit, donc il la traite d'une façon transparente à l'utilisateur sans qu'il lui dise non, je ne peux pas faire ça, ou il faut s'adresser à Hi Mercedes ou à BMW par exemple. D'accord, merci. Frédéric Raminello, avant d'utiliser le Smart Cockpit, il faut le concevoir. Et depuis quand vous utilisez la XR chez Renault Trucks et pour quelles raisons, s'il vous plaît? Alors, contrairement à ce qu'on puisse penser, la naissance de la réalité virtuelle n'est pas arrivée par l'acquisition de Mark Zuckerberg de la société Oculus VR en 2014. C'est bien de le rappeler. Ouais. Des gros industriels, notamment français, ont commencé à utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui des outils d'XR dans les années 90 et un peu plus personnellement en 1998 à Lyon. Donc la deuxième partie de la question, c'était sur les gains, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi on utilise ces outils-là? Ce sont très très simplement, donc il y a on va dire 3 ordres d'intérêt d'utilisation de ces outils. Le premier étant le décroissement des maquettes physiques coûteuses, échelle 1. Vous imaginez les maquettes d'un avion ou en tout cas d'un point lourd pour nous à l'échelle 1. Une silhouette de maquette de validation chez nous tourne aux alentours d'1 million, 1,2 million d'euros. Donc vous imaginez qu'en réalité virtuelle ou avec des Powerwall, des choses comme ça, on va pouvoir passer 10 silhouettes dans le quart d'heure. Donc voilà un peu l'échelle de gain.
Concernant les autres points, speeder, améliorer les cycles de développement, le temps des cycles de développement, bien entendu, de conception de nos produits. Et puis ouvrir le scope des possibilités en début de développement, c'est aussi un point très important dans le développement de nos véhicules, puisqu'en physique, avant, on essayait de se cantonner à des choses un peu rationnelles. On peut ouvrir le scope des possibilités en début de projet, et ce qui nous permet des fois de tirer des idées un petit peu farfelues au début vers la fin des projets qui sont toujours un peu plus cost-effectifs. Voilà. Le dernier point, et c'est un peu plus récent, grâce aux sessions de collaboration immersive distante, j'ai la responsabilité de 5 bureaux d'études à travers le monde. C'est intéressant aussi d'utiliser ces outils d'immersif collaboratif distant pour réduire le coût des trajets intersites, bien entendu, puisqu'on couvre de gauche à droite du Brésil jusqu'au Japon. Donc il faut faire cohabiter et collaborer toutes ces personnes. Et donc la VR a aussi un point intéressant, en tout cas les simulations immersives distantes sont des points d'intérêt pour la réduction des coûts de trajet. Merci. Alors vous, Frédéric Dehaye, vous utilisez Smart Cockpit. Quand on a préparé l'intervention, vous avez dit pour digitaliser la performance des pilotes en temps réel. Oui, alors ça veut dire quoi? Alors là, je parlais de ce qu'on fait avec la start-up qui s'appelle Infact. Et l'idée, si vous voulez, c'est que il y a eu des accidents comme le Boeing 737 qui sont produits. Vous avez entendu parler, où les automatismes sont devenus compliqués. L'humain n'arrivait même pas à reprendre les choses en main. C'est des choses qu'on a pu voir en certification, c'est des choses qu'on aurait pu voir, qu'on a pu observer au training, et ce n'est pas remonté. D'accord ? C'est pas forcément la mauvaise volonté, ce n'est pas remonté. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est déjà utiliser le training pour récupérer des comportements de l'utilisateur, de l'opérateur, et avoir des standards pour mieux définir la certification, les cockpits en aéronautique. Et l'idée, c'est surtout d'utiliser aussi un autre outil important qu'on va évoquer, qui s'appelle l'eye tracking. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été montré dans certaines compagnies, on va dire très low cost, par exemple en Asie, où les pilotes vont toucher le manche 15 minutes en un mois d'activité. D'accord ? Donc je parle d'un mois d'activité. Donc tout se fait de manière aux automatismes. Et l'humain, c'est un superviseur, et il se sert de son regard pour monitorer ces systèmes. Et on se rend compte, c'est ce qu'on voit aussi avec la voiture, les accidents où finalement il y en a un qui est mort parce qu'il regardait Harry Potter à la télé au lieu de regarder ça. Voilà, le système a défailli. On a un agent humain qui n'arrive pas à reprendre en main parce qu'il est occupé par ailleurs. Et c'est ce qu'on peut voir dans le cockpit, où les pilotes ont tellement confiance dans leurs automatismes qu'ils vont peut-être moins surveiller certains paramètres critiques. Et donc savoir ce que regarde le pilote est extrêmement important, parce que finalement il va servir plus de son regard que de ses bras. Et l'idée, c'est d'utiliser l'eye tracking dans les séances de training, d'analyser ça, remonter ça à l'instructeur, analyser toutes les verbalisations du pilote, capturer des données physiologiques pour mesurer la charge de travail. Et on a les paramètres de vol et on digitalise tout ça. Donc ça permet de donner des outils à l'instructeur pour mieux débriefer ses élèves, avoir accès à des informations auxquelles il n'a pas, et aussi remonter au centre de formation toutes ces informations. Statistiquement, sur cette approche, il y a tout le temps des événements, les pilotes n'arrivent pas à faire cette approche, donc il faut améliorer le training sur cette partie-là. Donc on va gagner beaucoup d'argent en sachant où est-ce qu'il faut appuyer. Ou alors finalement, malgré le training, on n'a pas amélioré la sécurité des vols. Donc c'est peut-être le cockpit d'un avionneur qui n'est pas optimal. Donc on va revenir vers le fabricant d'avion pour lui dire qu'il faut peut-être améliorer ça. D'accord ? Et aussi, en collectant toutes ces données, eh bien, on va pouvoir avoir des données humaines, parce que finalement, dans un avion, c'est paradoxal, mais ce qu'on connaît le moins, c'est le pilote. D'accord ? On connaît très bien l'avion. L'humain, c'est compliqué, on connaît moins. Donc là, c'est collecter énormément de données pour améliorer les cockpits du futur, améliorer les cockpits, améliorer la sécurité des vols. D'accord. Omar, vous travaillez donc beaucoup sur l'assistant vocal. Comment on implémente un assistant vocal dans un camion? Comment on fait en sorte qu'il ne soit pas gêné par le bruit ambiant? Est-ce qu'il faut que le camion soit en permanence connecté? Donc quand il passe sous un pont, un tunnel, ça pose un problème. Comment ça marche? On travaille... déjà, quand on commence à travailler sur un assistant vocal, on commence
à regrouper les experts métiers pour savoir c'est quoi les périmètres qu'il faut donner à un assistant vocal. On travaille aussi beaucoup avec les acteurs de la voix sur le marché pour nous aider aussi, parce que tout seul, je pense qu'on ne va pas être capable d'arriver tout seul. Et on écoute beaucoup aussi le consommateur final. Donc on fait de sessions d'écoute de consommateur final pour comprendre c'est quoi les besoins d'un consommateur final. Vous avez parlé de camions, mais on fait aussi de voitures, on fait de chauffeurs de taxi, de chauffeurs du Uber, donc pour savoir c'est quoi le besoin d'un chaque persona, et on essaye de faire un customer journey avec ça pour comprendre c'est quoi l'aspect fonctionnel qu'il va falloir mettre en place. Après, une fois on a ça, on commence à essayer de faire une user experience utilisateur liée à ça, qui dépend beaucoup de performance de l'assistant personnel, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les utilisateurs attendent de voir une expérience aussi fluide, aussi intuitive qu'une expérience sur leur smartphone ou dans leur maison avec Alexa ou Google. Comme j'expliquais au début, donc, il y a plusieurs différences que l'automobile doit prendre en compte pour développer un assistant personnel automobile qui rend la vie difficile de nos designers et de nos développeurs. Donc, vous m'avez posé la question sur le bruit, c'est ça? Donc, le bruit et puis la connexion. Par rapport au bruit, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à tuner, à paramétrer le son pour qu'on filtre tous les bruits de l'environnement. Par contre, il y a des problèmes annexes qui sortent, ou des nouveaux challenges, c'est comment, par exemple, localiser d'où vient le son. Donc, qui parle, qui est-ce qui a demandé la demande pour pouvoir adresser le service au bon endroit et pas au mauvais endroit. Donc ça, c'était par rapport au bruit. Après, par rapport à la connexion, aujourd'hui, on tourne en local, comme j'ai expliqué au début. Donc il y a toujours une partie edge qui est locale, qui assure de répondre aux services liés à la vie à bord. Après, tout ce qui est service connecté, tout ce qui est amélioration de services à bord aussi, pourrait aussi être amélioré par la connexion Internet. Et du coup, on parle d'une architecture hybride, locale plus cloud. D'accord. Allez-y, je vous en prie. Concernant la spatialisation du son, vous travaillez sur quel type de système? C'est des choses qu'on connaît déjà de type 5.1, des choses comme ça, ou c'est des algorithmes que vous développez personnellement? Je ne suis pas expert dans ces sujets-là, mais par contre, je sais que nous avons une équipe qui travaille sur ça. Et cette équipe arrive à spécialiser le son. Donc, je sais que nous avons développé des systèmes de headrest, d'appui-tête, qui arrivent à spécialiser le son et aussi de créer des cocons sonores, donc pour essayer de séparer les zones. Donc, ce que j'écoute moi en tant que conducteur, il n'écoute pas mon voisin qui est en poste en passager. Et ça permet beaucoup de use cases, hein, comme la partage de la voiture, l'alerte conducteur seulement sans alerter tout le monde. Donc je vois que l'alerte, le conducteur est endormi ou il est distrait, donc je peux l'alerter tout seul sans que je dise à tout le monde votre conducteur est distrait. Donc au moins je démarre par ça avant que j'annonce à tout le monde. Alors j'ai une question pour vous, Frédéric Rabellino. Vous qui êtes dans la conception du Smart Cockpit, qui utilisez les XR pour ça, quels nouveaux usages ont été révélés par la réalité augmentée en lien avec le Smart Cockpit chez vous? Le dernier exemple en tête que j'ai de développement où on a utilisé donc ces outils de XR, c'est les CMS, qu'on appelle les Camera Monitoring System. Ce sont des systèmes qui visent à remplacer des rétroviseurs sur les poids lourds. Les rétroviseurs sont très volumineux sur les poids lourds. On en a 6 minimum autour du véhicule. Donc vous imaginez un petit peu le gain en termes de visibilité directe à enlever ces grosses masses pour les
changer vers de la captation vidéo. Donc l'idée de ce projet-là était donc de simuler donc une tâche de conduite en réalité virtuelle avec des flux vidéo entrants, donc au moins 6, en temps réel. Donc ce qui va nous permettre, pourquoi utiliser la réalité virtuelle pour ça? Exactement les mêmes raisons que le collègue, où on va pouvoir faire de l'analyse cognitive, très simplement par l'utilisation de eye tracking par exemple, de hand tracking aussi, de main, quand il s'agit d'interagir sur l'HMI qui va piloter ces caméras. Donc voilà, plein de gains par rapport au physique, plein de gains qui nous permettent d'utiliser ces outils de XR et clairement, pour recouper avec le thème du jour qui est le Smart Cockpit, on voit, l'une des conclusions de ce projet était vraiment de dire qu'il faut mettre l'accent sur les sciences cognitives, puisque ce sera vraiment, enfin je pense, le key enabler, comment on dit ça, la chose qui fera que l'utilisateur final acceptera la solution ou pas, tout simplement. Donc travailler sur tout ce qui est sciences cognitives, c'est vraiment, on a d'ailleurs des ergonomes cogniticiens chez nous en interne qui travaillent avec ces outils de XR pour prendre des décisions quant à des orientations de projet, par exemple sur des caméras monitoring system. Alors ça a l'air très intéressant à la fois pour les pilotes, les utilisateurs, etc. De faire rentrer de l'intelligence et des assistants dans les postes de pilotage. Mais forcément, quand on le fait, on introduit un peu d'informatique. Quand on introduit un peu d'informatique, se pose toujours des questions de sécurisation des systèmes. Comment on fait en sorte que tout ça soit bien sécurisé et qu'on ne risque pas de se faire hacker le véhicule, en sachant que ça peut être en béton, voire très dangereux déjà pour une voiture, mais alors encore plus quand c'est un Rafale lancé à plusieurs centaines de kilomètres heure. Alors, vous pouvez peut-être répondre, parce que moi je ne suis vraiment pas... Enfin, c'est des questions qui évidemment nous concernent, mais je ne suis pas du tout spécialiste de tous ces problèmes de cybersécurité à bord de l'avion, mais qui sont effectivement traités par les experts. Je vous en prie peut-être. Ouais, je vais aussi. Je suis pas expert non plus dans ces domaines, Moi mais non je plus, sais. Enfin, Non, mais sans rentrer dans le détail, Voilà, mais dites-nous un peu comment tout ça est sécurisé. Et en fait, on travaille beaucoup avec les experts métiers, comme j'ai expliqué. Donc, les experts métiers, ils ont leur mot à dire dans tout ça. Donc, c'est eux qui spécifient un peu ce qu'on peut faire et ce qu'on ne pourra pas faire. Et aussi, ils définissent les règles de design d'un tel système. Après, même si on voit pas encore de fonction d'assistant personnel qui touche à la sécurité implémentée dans nos voitures, mais cela va arriver bientôt grâce aux capteurs qui sont dans le cockpit. Donc il y a plusieurs capteurs, il y a un système de perception de ce qui se passe dans le cockpit qui pourrait aider à la prise de décision. Je dirais même après la confirmation que la décision pourrait être prise, il y aura toujours un contrôle continu en cas où il y a un problème ou au cas où il y a un problème qui pourrait se passer. Donc du coup, on pourrait arrêter. Sur quoi on travaille aussi, on travaille sur comment informer l'utilisateur pourquoi la fonction a été arrêtée ou pourquoi la fonction ne pourra être pas faite pour ne pas frustrer l'utilisateur et pour lui donner aussi, pour l'engager plus, pour augmenter la confiance entre l'utilisateur et l'assistant personnel, parce qu'avec ça, il va comprendre que la voiture est bien conçue, la voiture, elle prend soin de lui, et elle fera pas n'importe quoi. Si son fils, si le fils de conducteur demande de reculer les sièges de conducteur, on peut facilement le reculer et l'éloigner de pédale et de volant. Donc il faut que l'assistant personnel sait que cette demande vient de quelqu'un autre que le conducteur. Et de toute façon, on ne peut pas bouger un siège d'une façon automatique en roulant. Donc ça c'est aussi
pas possible par la loi. Donc il faut que l'assistant personnel, par exemple, revienne vers l'utilisateur pour lui dire ça, c'est pas possible par la loi, je devais vous faire ça. Par contre, au prochain arrêt, je pourrais vous faire ça d'une façon automatique. C'est ce genre de choses sur comment on peut contourner les contraintes sécuritaires pour faire des choses de l'user experience et de l'engagement positif de l'utilisateur avec l'assistant personnel. Alors là, vous évoquez la loi, donc le cadre réglementaire. Alors en préparant la conférence avec vous, certains d'entre vous l'ont évoqué, donc je me suis dit, ah là là, donc la réglementation c'est mal. Et puis après, vous m'avez expliqué que non, que la réglementation c'est bien. Alors je me suis dit, la réglementation c'est bien, mais pas tout le temps. Donc c'est bien ou c'est mal la réglementation? Comment ça fonctionne avec tout ce qu'on peut automatiser ou améliorer, enfin rendre intelligent dans un cockpit? Ça dépend comment on prendra le sujet, donc, parce que on peut utiliser la réglementation comme une contrainte pour bien concevoir notre assistant, et après l'utiliser comme un argument de vente pour dire que notre assistant, il est capable de respecter la réglementation et aussi fera de retours qui font sens pour montrer à l'utilisateur que sa sécurité est bien protégée. Je pense qu'il faut toujours utiliser la réglementation comme un moyen d'avancer. D'ailleurs, c'est parmi les choses qu'on utilise aujourd'hui pour innover. La réglementation, c'est quelque chose qui nous pousse à trouver des solutions pour innover et pour contourner le problème réglementaire et pour répondre d'une façon détournée avec une user experience toujours présente. Frédéric Rabellino, peut-être? Oui, un commentaire juste sur la réglementation. Bien entendu, la réglementation, elle nous aide à innover, mais non seulement elle nous aide à innover, mais on participe à la création de ces réglementations, notamment aux commissions européennes à Bruxelles. Par exemple, j'ai en tête en ce moment la future réglementation sur la visibilité dans les zones urbaines en 2025. Nous, le groupe AB Volvo participe à la création de ces réglementations. Donc, bien entendu, ce ne sont pas des réglementations qui vont nous être imposées, bien entendu, mais c'est nous qui les créons. Okay, donc, ce sont des consortiums de constructeurs, par exemple, de poids lourds. On se retrouve tous à Bruxelles et on parle de l'avenir de la future réglementation concernant la visibilité, par exemple, obligatoire sur des zones de vitrage, des choses comme ça, à l'horizon 2025, avec tous nos compétiteurs autour de nous. Voilà. Donc la réglementation, c'est nous qui la créons aussi. Merci. Alors, j'ai gardé la dernière question sous forme un peu humoristique pour Frédéric Dehaye. Et puis après, on prendra peut-être une ou deux questions dans la salle. Frédéric, piloter un avion par la pensée. Moi, j'avais vu ça en 1982, un film célèbre de Clint Eastwood qui s'appelle Firefox, où le pauvre Clint, à la fin, devait penser en russe pour envoyer le missile pour sauver sa peau, en fait. On en est où? On a rejoint la réalité, a rejoint la fiction. Jusqu'où on peut aller dans le pilotage de la pensée d'un avion? Alors, merci beaucoup pour cette bonne question et c'est une très bonne remarque. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, je ne sais pas si vous connaissez la DARPA, qui est une agence américaine de la défense qui finance énormément de projets. Et la DARPA va très très loin sur les interfaces neuronales, comme ce que développe Elon Musk. Et par exemple, ils ont introduit alors là, on est directement dans le crâne chez des patients qui sont paralysés, certains types de patients qui sont vraiment très très paralysés, tétraplégiques par exemple. On leur a mis des électrodes dans le cerveau directement, connectés à un ordinateur. Et là, ils ont réussi à faire piloter une femme 5 F-35, donc 5 chasseurs en même temps. C'est-à-dire qu'elle a pu les piloter assez rapidement. Alors, pilotage simple, mais de la même manière que ça vous paraît incroyable, mais finalement on a deux bras, deux jambes, des doigts, et moi je bouge mes doigts, vous aussi, depuis tout à l'heure vous les bougez, sans en être conscient, on s'équilibre. Donc assez naturellement, on a réussi, avec des algos d'IA, à faire ça. Alors évidemment, on ne va pas ouvrir le crâne des pilotes ou des conducteurs de voitures, on n'en a pas envie. Voilà. Donc si on est en non-invasif, c'est ce que nous on fait au laboratoire, en mettant des électrodes sur le cerveau, donc ça veut dire potentiellement mettre un casque. Là on est plus limité dans ce qu'on fait. Alors on peut piloter entre guillemets par la pensée un avion, le faire monter, aller à droite, à gauche, mais on est
hyper concentré sur la tâche. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que ça. Et s'il y a un téléphone qui part, si quelqu'un me tape sur l'épaule, je suis distrait, mon cerveau n'est plus focalisé. Et puis au bout de 10 minutes, 15 minutes, je suis rincé d'utiliser cette techno. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est des choses plus modestes, par exemple. En discutant avec des pilotes, c'est, comme je vous expliquais tout à l'heure, dommage qu'on ne puisse pas montrer des vidéos, mais c'est faire des checklists. C'est des boutons qui sont loin, sortir mon train d'atterrissage. Je peux réussir à décoder que la personne, ou par des truchements sur l'interface, que la personne veut sortir son train d'atterrissage, s'évoler, activer ses lumières. Et ça, on arrive à se le faire très très bien et assez rapidement. Et même on combine avec l'eye tracking pour être encore plus rapide. Et on peut montrer que finalement, quand c'est loin ou quand on a le temps, le pilote, il préfère utiliser son cerveau pour interagir avec une commande que d'aller tirer un bouton, par exemple. Encore une question. Ouais, je vous en prie. Je vais travailler un petit peu autour de ces sujets de BCI il y a une bonne dizaine d'années, avec l'INRIA. Très bonne équipe, oui. Oui. Justement, en utilisant les bonnets là, de captation, je me rappelle qu'à l'époque, ce qui me reste aujourd'hui, 10 ans après, c'était que les phases de formation, les phases d'apprentissage, de calibration, excusez-moi, les phases de calibration du système étaient quand même très longues, très complexes, très lentes, tout ce que vous voulez. On en est où aujourd'hui, 10 ans après, sur ces phases-là? Oui, alors il y a deux façons, en fait, si vous voulez, pour piloter entre guillemets par la pensée. Il y a la vraie façon, telle que la développe par exemple l'INRIA, où l'idée c'est que vous fermez votre main gauche, fermez la main droite, d'accord, et puis au bout d'un moment, vous faites ça, l'ordinateur il apprend en regardant vos signaux cérébraux, puis au bout d'un moment, vous arrêtez de faire ça, je pense que je ferme mon poing, gauche ou droite, d'accord. Donc, et ça prend du temps pour générer la bonne commande, et après, quand vous allez piloter votre avion, c'est au lieu de penser tourner le manche à gauche ou le manche à droite, c'est pas très intuitif. Il faut d'abord penser à fermer son poing gauche, aller en avant, je plie mon pied, etc. Donc ça, c'est long. Les algos ont beaucoup progressé, donc on réduit les temps d'apprentissage. Mais on ne va pas demander à un pilote de voiture qui a une route, vous avez 10 minutes pour aller au boulot, vous n'allez pas mettre une demi-heure à calibrer votre système. Nous, ce qu'on utilise, et d'autres, c'est on va flasher des petits objets à certaines fréquences dans le cockpit. Et votre cerveau, quand il regarde ces objets, ils vont se mettre en résonance avec cette fréquence de flash. On peut envoyer un code Morse, comme ça, et votre cerveau va se mettre en phase avec ce code Morse. Et ce qui fait que je sais, si vous avez un petit objet qui flash, je sais que je vous regarde, je sais à quel point je porte mon attention. C'est parfois même mieux que l'eye tracker, parce que parfois, par exemple, je vous regarde, mais en fait, c'est à vous que je pense, Frédéric. Et ça, avec ce genre d'algo, on arrive à le voir, alors que l'eye tracker est sur vous. Donc ça, c'est très intéressant. Et on arrive maintenant, il y a des startups, et nous au labo, on arrive en très très peu de temps, en 40 secondes par exemple, à calibrer l'interface. Et à force de la calibrer plusieurs fois sur la personne, on n'a même plus besoin de calibrer. Ça veut dire que la vraie méthode type INRIA, c'est voué à l'échec, c'est mort ou non, ça je pense qu'il faut avoir des approches hybrides. Et puis on a beaucoup progressé sur les algorithmes. Il y a des maths. Alors, on ne va pas rentrer dans le dur des maths, mais il y a des méthodes qui permettent. Le problème, c'est que si je calibre une interface sur vous le matin, vous allez apprendre à piloter votre avion. Vous allez boire un café, vous reposez, vous avez fait la fête la veille. L'après-midi, vous n'êtes plus la même personne. Et mes algorithmes ne vous reconnaissent pas. Les baselines. Donc il faut recommencer la baseline. Donc c'est compliqué. C'est embêtant ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des algos maintenant qui arrivent à trouver des invariants chez vous, qui fait que vous êtes toujours une personne, un homme ou une femme de 35 ans, de telle taille, qui a telle physiologie. Donc les algos progressent beaucoup. Et après, la solution, c'est on montre qu'eye tracking plus signaux cérébraux, c'est vraiment quelque chose de très transparent, très... Et les capteurs ont progressé parce que ce dont vous me parlez, on met du gel, donc pilote, vous n'allez pas vouloir mettre un casque avec du gel, les cheveux poisseux pour un rendez-vous. Donc maintenant, on a des électrodes sèches, on travaille nous sur des électrodes qui sont du gel un peu solide, qui est comme du silicone, qui devient très agréable, confortable. Et voilà, donc il y a beaucoup de progrès, ça pousse beaucoup, il y a beaucoup d'argent dans le domaine, et ça va au-delà de la voiture. Il y a l'e-santé, comment faire utiliser ces technos pour vous monitorer quand vous êtes à la maison, envoyer ces constantes au médecin. Au lieu de passer en IRM, d'autres capteurs permettent de diagnostiquer aussi des choses. Donc il y a une explosion, il y a un énorme marché sur ces neurotechnologies. Si je reprends votre exemple de la DARPA, là, parce qu'effectivement ça intéresse l'armée de piloter 5 F-15 en même temps, mais ça veut dire que demain, par exemple, une personne peut piloter une dizaine de camions en mode semi-autonome ou autonome et reprendre la main quand il y a besoin. On peut imaginer ça pendant 10 ans, par exemple
faire des expérimentations. Moi, je ne suis pas très fan encore. Et puis, encore une fois, là, pour ces cas-là, dans l'état actuel des choses, il faut une puce. Il faut une puce. On commence à pouvoir enlever une partie du crâne, mettre une puce pour certaines pathologies, des gens qui sont pas épileptiques, etc. Nous, on s'en sert pour la recherche, mais on ne va pas faire ça. Ouais, sur tout le monde. Sur tout le monde. Okay. Alors, j'entends les Chinois le font. Alors effectivement, je ne sais pas ce que font. Les Chinois poussent énormément sur ces technos, je me permets juste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est c'est pas un article scientifique, mais ils ont montré qu'ils ont équipé plus 100 000 opérateurs, donc de gens qui travaillent à la chaîne, de ce type de capteur, donc avec des électrodes placées dans une casquette d'officier, par exemple. Alors ils expliquent qu'ils ont gagné 500 000 à 1 million d'équivalents d'euros en productivité. Alors soi-disant, le système détecte quand vous êtes fatigué pour que vous reposiez. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre qu'avec ces technos, on ne lit pas dans le cerveau. Je ne sais pas ce que vous pensez, on n'est pas là. Mais les gens qui ont ces casques pensent qu'on lit dans leur cerveau. Donc forcément, ça les booste un peu peut-être dans leur productivité. Je ne sais pas. En tout cas, la Chine est un leader dans ce genre de techno. Il y a des chercheurs extrêmement brillants, il y a énormément d'argent. Donc c'est vraiment en Chine que tous ces technos vont dépasser les rêves les plus fous. Grâce à la réglementation qui est plus laxiste là-bas ou pas Alors, je suis pas sûr. Non, je pense pas. Il y a des je connais la réglementation, en tout cas, est très très stricte. Nous, on passe par des comités d'éthique pour faire de l'expérimentation. On peut faire de la neurostimulation, on travaille sur ça aussi, mais ça est extrêmement réglementé, heureusement. Voilà. Peut-être moins en Chine, c'est pour ça que peut-être moins dans d'autres pays. Je ne connais pas la réglementation, mais c'est sûr que nous, on est dans un cadre très formel. On va peut-être prendre encore une question dans le public. Par contre, il y a un micro, donc je vous laisse vous lever, vous approcher du micro. Encore une fois, la conférence est enregistrée pour que les gens qui l'écouteront après puissent avoir votre question. Pas de question ? Oh, il y en a toujours une question, non ? Bon, bah écoutez, merci beaucoup, messieurs. C'est que vous avez été très clairs, c'est super. Merci à nos intervenants et puis merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Merci Thierry. Bonne journée et bon salon.